Salut tous, toutes. Bienvenue dans Chine Express. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Shupo pour son livre De Shanghai à Paris, mon regard sur la nouvelle Chine. Bonjour Shupo. Bonjour, Christophe. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Ce livre s'ouvre par une envie qui vous prend, celle de retrouver tous les copains, parce qu'on dit les copains, parce qu'on est haut comme ça quand on est à l'école, les copains avec qui vous avez grandi. Comment ça vous est venu cette idée de faire un point sur votre vie et de dire bon allez tiens, si je retrouvais tous les gens avec qui que je connaissais quand j'étais petit. Vous savez que le retrouvaille qui passe avant que je prenne l'idée des quel livre, et quel livre pour moi c'est un acte important. Pourquoi quel livre? Parce que cette année c'est 40e anniversaire de la réforme de l'ouverture. Je suis plutôt un témoin oculaire, plutôt un enfant de la réforme de l'ouverture. Je suis né dans on va y revenir. Dans la révolution culturelle. Absolument. J'ai profité de la réforme de l'ouverture. Donc maintenant c'est 40 ans. C'est le moment d'en faire un bilan. Donc pour le retrouvaille qui est merveilleusement produite avant que je prenne la plume pour écrire. Mais pourquoi le retrouvaille? Parce que c'est l'âge. La plupart de mes copains sont hélas déjà en retraite. En Chine, on prend la retraite un peu plus tôt. Oui, vous avez de la chance parce que nous, on en rallonge tous les ans. Surtout les camarades féminins, les filles, là, oui. 55 ans. 55 ans. Non, mais chez nous, ça fait longtemps qu'on est au-delà. Oui, mais ça fait que certaines parmi elles sont déjà grand-mères, donc la vie change beaucoup. Hein. C'est vraiment un bilan de faire une vie d'une génération. Et alors, comment vous faites pour retrouver les personnes avec qui vous étiez à l'école quand vous aviez quoi, 7-8 ans quoi? Ouais, 6 ans. 6 ans. 6 ans. L'année qu'on commence la révolution culturelle, de 66. On va y revenir, mais je voudrais commencer par cette rencontre. La rencontre, parce que, comme vous savez, certains déjà ont pris la retraite, ils ont le temps. Et comme en Chine, chacun a WeChat. Vous savez, même les retraités. Donc. Même les retraités. Nous avons 1 milliard d'usagers de WeChat. Oui. WeChat, c'est plutôt une façon de vivre. C'est un outil de communication. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent chez nous. C'est un mélange de Twitter, un petit peu Facebook. Oui, Facebook, Twitter. Voilà. Et qui permet, avec des fonctionnalités de paiement, notamment, que n'ont pas chez nous, Twitter ou Facebook. En gros, c'est le réseau social est l'outil le plus utilisé en Chine par les personnes pour communiquer entre elles. Bon, en tout cas, le cas de mes camarades qui ont retraité, donc ils le pratiquaient. Et vous aviez la liste c'est difficile de trouver. Donc, il y a toujours des volontaires, des gens qui sont très motivés pour retrouver des camarades dont ils ont lancé. Ils ont constitué un petit groupe de WeChat. On discute, donc c'est un effet de boule de neige. Donc, c'est ça. Et toi, tu te souviens, machin Voilà. Donc, certains sont déjà qui quittent Shanghai. Moi, je quittais Shanghai depuis longtemps. Oui. Donc, on a quand même des moyens de le trouver. Donc, finalement, c'était très touchant. Savez-vous. Et vous avez fait ça où? Une fois que vous avez pris la mesure. Vous savez, avec WeChat, il n'y a pas la notion du temps, même de décalage ou de géographie. Mais c'est un village virtuel. Mais il faut qu'on se rencontre. On se rencontre à Shanghai. Comme je suis shanghaïsien. Dans un restaurant Dans un restaurant, c'était très marrant. En mangeant, quoi, autour d'une table. En mangeant. C'était très convivial, mais c'était touchant. Quand on s'est revus, c'est à peu près 40 ans est passé. Oui. On s'est connus il y a 50 ans. Ouais. Figurez-vous, 1966, on est 6 ans. Tout le monde a 6 ans. D'accord, vous êtes de 1960. Oui, je suis né en 1960. D'accord. Tous les camarades, hein, on a une classe de 56 personnes. Ouais. Et donc, on se souvient toujours de l'enfance de chacun, le premier jour, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il a apporté. Avec qui on est devenu copain, qui ne se connaissait pas le premier jour. Vous voyez, le premier jour. Donc, c'était très émouvant. Après, maintenant, c'est 50 ans après. C'est ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Justement, c'est pour ça que j'ai pendant 10 ans de scolarité, comment on vivait dans la révolution culturelle, les garçons et les filles ne parlaient pas. Ne parlaient pas. Oui, ça. Même il est assis dans le même comme un pupitre là. On va y revenir. Il y a une ligne de démarcation. Donc on ne peut pas déranger. On ne peut pas franchir cette ligne-là. On va y revenir. Mais sur cette soirée-là spécifique, c'était ému. Il y en avait qui avaient des petites larmes. Il y en avait tout le monde était content d'être là. Quelle était l'ambiance? On a 56 à la classe, 7 sont déjà morts.
Ouais. Et 7 ne sont pas venus pour des raisons diverses. Donc D'accord. on a 41, 42 qui sont présents. Tout Ah, le quand monde est même. très gai, très content. On est 50 quand ans même, après, hein. c'est pas mal, quoi. Oui, oui, une grosse communauté. Hein. Oui. Ouais, on est content, on a pris des photos, on a trinqué, on a parlé, on s'amusait, on taquinait. Parce Oui. qu'à l'époque, on est tous des petits gamins. On a passé des moments heureux. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas de classe. Il y a toute la classe buissonnière. C'est la révolution. Il n'y a que des tas de sports là. On est tout petits. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on sortait, on s'amusait. On s'amusait beaucoup de sport. Mais il n'y a pas de vrai sport. Quand on jouait des ping-pong, il faut acheter des ping-pong. On n'a pas la table de tennis. D'accord. C'est un luxe là. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on utilisait? C'est chez nous, dans le quartier d'habitation, il y a un ciment, une table de ciment pour servir de laver des linges. Quand on va laver des linges, on met des savons là. Donc ça, c'est notre table de ping-pong. Et on jouait au foot. Il n'y a pas de chaussures là. Donc il n'y a pas de pieds nus. Mais c'était Oui, c'était un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de scolarité. Et alors, qu'est-ce qui vous a frappé? Parce que ça, c'est une des parties du livre. Qu'est-ce qui vous a frappé parmi comment toutes ces personnes ont passé leur vie par rapport à vous? Moi, je m'appelais bien, voyez-vous, déjà un garçon qui s'appelle Ni Xingping, dont le destin c'est triste. Son père, c'est un alphabet, c'est un artisan pour ce qu'on appelle le tofu. D'accord, fabriquer du tofu. Fabriquer du tofu. Le petit tofu, il ne connaît pas, il n'a pas la culture, et son fils, il est toujours très mauvais. Et quand le père a appris que le fils est très mauvais dans le résultat scolaire, il a frappé, il a bandu sur le outre pour le frapper. Moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que le père a dit que moi, toute ma vie, j'en ai assez, parce que je n'ai pas d'études, je n'ai pas de culture. Et toi, tu dois changer mon destin. Mais tu ne fais pas de l'école, là. Donc, pour le punir, il a frappé. Ça m'a beaucoup marqué. Et sa mère, c'est muette. Marqué, oui. Sa mère ne parle pas. C'est une famille vraiment très, très pauvre. D'accord. Ça m'a beaucoup marqué. Et parmi tous ceux qui étaient à l'école avec vous, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, la plupart? Qu'est-ce qu'ils ont par rapport à vous? Nous avons aussi des fils des cadres, donc ils sont sortis plutôt bien, ils ont un poste assez important, c'est-à-dire bien payé, tout ça. On va y revenir. Après le lycée, on n'a que fait le lycée. Hein. Mais comme on a appris notre cours, notre scolarité pendant la révolution culturelle, du coup, on est bon à rien. On ne connaît pas. Pour l'anglais, on ne parlait pas, on ne connaît pas le maths, on ne connaît rien, on est foutu. C'est une génération foutue, figurez-vous. C'est la tristesse totale. Donc, moi, j'ai commencé à réapprendre le cours. J'ai acheté les manuels. J'ai préparé moi-même, comme j'étais un petit comptable dans un restaurant assez loin de ma ville, de mon bourg, là. Vous savez, c'est 3 ans, c'est jour et nuit. Pour moi, c'est un parcours de combattant. Et la plupart de mes copains, ils n'ont pas le courage. Ils ont renoncé. Quand vous avez renoncé, le concours pour entrer dans l'université, vous avez manqué le train. Donc la plupart, 95, mais 98, ont manqué le train. Ceux qui ont réussi, c'est moi et 2 filles, qui a fait l'école normale, l'autre qui fait l'étude de maritime. Donc ce sont des fonctionnaires d'État. On est 3 fonctionnaires d'État. On n'a pas beaucoup de fonctionnaires d'État. Hein. Moi, je suis le meilleur, si j'ose dire, parce que parmi notre classe, j'ai fait quand même ma carrière. Je suis oui, en France. On va y revenir. Vous parlez plusieurs langues, vous parlez... mais c'est une génération foutue. C'est ça qui... vous savez, c'est pas pour plaisir de faire une réunion ou un retrouvaille. C'est quand même une histoire derrière. Il n'y a que les Chinois qui connaissent. Et c'est une triste histoire. Une triste histoire. Et les parents de certains de mes élèves se sont suicidés parce que c'est la pression politique. Il y a une lutte interne. Il y a la suicide très courant. Oui. Et ma famille aussi. Et nous n'avons pas la suicide parce que mon père, il était presque au bout de ses éclatements. Il a voulu suicider. Et ma mère a carrément a grondé. Violemment critiqué, en lui disant que tu es un lâche si tu t'es suicidé. Comment on fait? Avec tes 3 enfants, avec la famille. Voilà, tous les enfants meurent aussi dans la rue, ils seront abandonnés, méprisés par tout le monde. Parce que notre famille... C'était violent comme époque. Évidemment, ma famille, figurez-vous, mon père, il est maintenant vétéran révolutionnaire, hein, donc il a traitement comme un très, très grand personnage. Ouais. Mon grand-père, il est colonel de l'Ancien Régime.
Et D'accord. mon grand-père maternel, c'est un propriétaire de foncier, vous savez. À D'accord. l'époque, on qualifiait ces gens-là comme des éléments de la mauvaise société. Bien sûr. Moi, je suis un fils de mauvais éléments de la société. Donc vous étiez marqué d'un sceau déjà avant même que vous Dès le arriviez, départ, bien sûr, bien sûr. sans savoir rien de vos compétences ni de quoi que Personne ce non soit. grata. Vous étiez un mauvais élément. Évidemment, évidemment. Mais je suis 1000 fois reconnaissant à Deng Xiaoping. Sans lui, je ne peux pas devenir un diplomate ou faire des carrières qui me plaisent. Parce que précisément, la révolution culturelle prend fin avec la mort de Mao. Ouais. Et là, Deng Xiaoping va passer des mesures quand même qui n'étaient pas que pour vous, mais qui Ouais. vont toucher tout le monde. Pour Et toute la nation. Et particulièrement vous. Dans quel monde vous basculez quand vous quittez la révolution culturelle et que arrive Deng Xiaoping? Ce qui m'a beaucoup déçu, vous savez, pendant la révolution culturelle, on est cultivé, élevé dans un monde merveilleux, Oui. une utopie communiste Les belles qui, images. qui est fabriquée par la bande des quatre. Et à l'Occident, en France, on connaît très bien la bande des quatre. Absolument. On connaît très bien le modèle huit modèles de l'opéra de Pékin. Vous savez, à l'époque, on ne connaît pas grand-chose sur le monde, encore moins sur la propre histoire de la Chine. Mais on est fabriqué, artificiellement fabriqué, que le monde sera meilleur parce que vous êtes un petit intellectuel. Il faut s'intégrer dans la masse prolétariat, C'est donc ça. travailler avec les paysans, avec les ouvriers. C'est pour ce motif-là que je suis affecté dans un petit coopératif, travailler nu, jour et nuit, comme un sincère pieux pour être accepté par le prolétariat. Ça, c'est D'accord. notre Pour éducation. montrer que Donc, vous aussi... dès que la bande de quatre est écrasée, dès que l'esprit est libéré, nous avons un choc pour toute la nation chinoise. Voilà, la vie c'est comme ça. Le monde est comme ça. Donc maintenant, il faut connaître le monde tel qu'il est. Il faut connaître la vie telle qu'elle est. Ouais. Là, je commence à préparer. J'ai fait mes études et j'ai réussi à mon concours, donc je suis dans l'université. Sans la révolution, sans Deng Xiaoping, la Chine comme un pays fermé. Il y a encore quelques pays fermés dans ce monde, sans mentionner le nom. Vous savez, moi j'étais même une fois entré dans ce pays-là, il y a quelques années quand j'étais diplomate. Vous avez été en Corée du Nord oui, avec mon ministre. On va revenir sur la partie de Mais votre j'ai pas vie écrit ça. de Mais la vous savez, diplomatie. c'est une référence forte pour moi. Bien sûr. Moi, je dis que, mon Dieu, nous avons la chance avec Deng Xiaoping. Sinon, vous n'avez pas votre vie privée. Carrément, vous ne pouvez pas lire des livres Oui. qui sont presque des grands chefs-d'œuvre du monde. On ne lisait pas. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vie normale. Tu es censé te poser. Tu as une vie de chien. Mais maintenant, nous avons la dignité. Nous D'accord. avons la liberté. Vous savez, c'est 100 millions Chinois est sorti il y a 3 ans. L'année passée, c'est presque 200 millions Chinois De sont la grande sortis. pauvreté. Non, balader dans le monde Ah entier. oui, pour se balader. Ah bah oui, le touriste chinois Mais ici, c'est dans à Paris le est jeu très, de Paris, est oui, très, il y a très que les Chinois. apprécié, quoi. Absolument, oui. Est-ce que vous pouvez imaginer, il y a quelques années, 40 ans, il n'y a pas de Chinois. Ils sont interdits. Ah ben non. Ils n'ont pas de passeport. Mais maintenant, chacun a un passeport. Mais même il y a 30 ans, il n'y en avait quasiment pas de touristes chinois Non. en France. C'est vraiment un événement. Vous savez, très, quand très récent. je suis à quelqu'un qui est né et grandi dans cette révolution, quand j'ai quand même cette chance de vivre deux parties de la Chine, Ouais. l'ancienne qui est fermée, vraiment fermée, même l'esprit qui est condamné, moi un enfant qui est condamné, et maintenant j'ai la liberté. Et parce que je suis comme tous les citoyens chinois, je profite de cette liberté et nous avons une classe moyenne qui s'émerge au bout de 20 ans, 30 ans. Oui, Quand clairement. même, Bah, 300 c'était millions elle qui fait la queue aujourd'hui devant la Tour Eiffel, quoi. Voilà. Oui, mais oui. Plutôt Lafayette. Mais c'est- Faut poser un endroit devant le magasin de Hermès. Là. Il faut voir les choses comme ça. Donc moi, le motif principal, écrire ce livre, c'est une reconnaissance à Deng Xiaoping. C'est tout. Ah, c'est vraiment un grand merci. que Un vous grand lui merci. adressez. Ouais. Sans lui, je ne peux pas être ici, parce que vous ne pouvez pas imaginer ma vie. Notre petit foyer, notre famille, 3 générations, mon grand-père, l'ancien colonel, qui vit avec nous, ma mère, notre enfant. Dans le livre, vous avez même des photos là. Nous vivions dans un modeste habitat, 22 mètres carrés. 22 mètres carrés, même moins grand Ah, qu'ici. le studio est plus grand ici, oui, effectivement. Ouais. 3 générations.
loger, travailler, Et dormir. c'était la vie normale, parce que vous étiez de Shanghai même, ou vous étiez d'un petit faubourg qui aujourd'hui fait partie de Shanghai? Parce que Shanghai s'est énormément développé toutes ces dernières années. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, vous savez, moi, je suis né dans le faubourg, ou le bourg, qui s'appelle Nanhui. Nanhui qui est beaucoup plus ancien que Shanghai. Shanghai, c'est un village à l'époque, vous le savez, oui, c'est à cause de la guerre de l'opium de 1843. Oui, absolument. C'était un village, à l'époque, il y a 100 000 habitants, ce sont des pêcheurs. Nous oui, sommes de Putong. Mon bourg, qui est par rapport au centre de Shanghai, c'est 35 km. D'accord. Et mais aujourd'hui, ça fait partie de Putong. Parce que ça s'est tellement développé que ça engloutit tous les villages. Et ma ville, donc c'est là où je suis né, là, donc c'est un petit faubourg là, qui est chef-lieu d'arrondissement, donc ça s'appelle Nanhui. Et nous avons des très grands hommes d'État, l'écrivain, par exemple Zhang Wentian, qui était le fondateur du Parti communiste chinois, qui est de chez nous. Nous avons un très grand écrivain traducteur qui s'appelle Fu Lei. C'est lui qui a traduit toute la collection de la comédie humaine de Balzac. Honoré Balzac. Oui, il est le grand monsieur. Vous savez, ça rapproche la distance entre les Français et les Chinois, comme moi, vous savez. Oui. Me Fu Lei, jusqu'à maintenant, il est mort à cause de la révolution culturelle, hein, parce qu'il est suicidé. Il se pendre là. Mais c'est un très grand traducteur. Il a monté sa propre école. Déjà, s'il s'est cogné de la comédie humaine de Balzac, ça fait quelques volumes, quoi. Mais il est le plus grand. Quand on parle de la traduction, on ne peut pas dépasser son art, son style. Mais c'est quelqu'un qui est de chez nous, là. C'est pas chaud, là. Un motif de fierté pour vous. Mais c'est peut-être un tout petit faubourg. On est presque 2000 personnes. Chacun se parlait, se tutoyait. Donc, on se passait le bonjour. Mais c'est une vie lyrique, malgré la pauvreté. Il y a une fraternité. Et mon grand-père, à l'époque, comme chaque foyer est censé de chauffer, de préparer la cuisine. Donc on a un petit four de charbon. Mais quand il est en panne, on vient chez mon grand-père. Donc mon grand-père est très connu. C'est un personnage, un ancien colonel, qui est reconverti comme réparateur de fours. On ne me connaît pas, mais je suis toujours quelqu'un brillant dans l'école. On ne sait pas, monsieur Chupot. On ne dit pas Chupot, on dit le petit-fils de réparateur de four. Ah d'accord. Donc c'est votre grand-père qui a fait votre renommée quand vous étiez petit. Vous savez. Il réparait les fours. On va faire une toute petite pause, le temps de lancer le jingle. Merci beaucoup. Et on réembraye de suite.